Alors, on a basculé, c'est parfait. Hop, on va rajouter une couche. Donc je me présente rapidement, Patrick Dexon, je suis membre de la Société Explorateur, je suis le chef d'expédition des expéditions 7e continent. Alors, mon début d'histoire, des images, c'est mieux que des mots, et vous allez tout comprendre. S'il y a du son. Il n'y a pas de son. C'est pas grave. Donc le début de mon histoire, c'est tout simplement, voilà, j'ai traversé l'Atlantique à la rame, je suis parti de Dakar pour rejoindre l'Amérique du Sud. Sur mon parcours, je percute un morceau de pare-choc, et effectivement, l'histoire commence comme ça, parce que les jours d'après, je m'amuse à noter un petit peu tous les objets que je vois, et j'arrive de l'autre côté avec une petite liste d'objets en plastique, et je me pose la question, qu'est-ce que ça devient? Et voilà, l'histoire est partie comme ça. Alors on en rappelle son, c'est un peu dommage. Mais avant de vous parler du plastique, moi je vais vous parler de l'océan. Alors vous la connaissez tous cette image, hein. C'est la Terre qu'on est en train de vider. Et si je veux vous parler de l'océan, parce qu'il est rare et précieux, et il ne fait que 1400 km de diamètre, si on le vide entièrement et qu'on le met à côté de la planète, ça ne représente que 0,23 de la masse de la Terre. On aimerait bien payer que 0,23 d'impôt sur le salaire. Hein. Ça ne représente pas beaucoup. Et donc la profondeur moyenne est de 4 km, alors contrairement à la troposphère qui est de 15 km. Et cette petite boule, on est en train de la remplir de plastique. Alors on le voit, on est sensibilisé sur le réchauffement climatique parce que ça se voit. On est sensibilisé sur la fonte des glaciers parce que ça se voit. Il y a plein de choses qui se voient sur notre planète, mais la plastification des océans ne se voit pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce fameux 7e continent, c'est un mythe ou une réalité? Alors, c'est vrai que les médias ont tendance plutôt à vous montrer des images comme ça à côté. C'est le 7e continent, c'est pas du tout comme ça. Alors, quand ces déchets plastiques arrivent en mer, hein, via les autoroutes, des cours d'eau, etc., ils vont rejoindre des gyres océaniques qui tournent sur eux-mêmes. Hein, c'est des courants qui sont bien connus de tout le monde, donc en l'occurrence le Gulf Stream. Et tout ce plastique aura tendance à se rassembler au milieu. Mais ce plastique ne représente pas une île de déchets, c'est complètement faux. Les médias vous mentent, on vous ment. Donc regardez, on prend un déchet. Ce déchet, il va prendre le soleil, les UV, il va se photodégrader avec des particules entre 1 et 5 mm. Et donc ça va faire des milliers de particules. D'accord? Ces milliers de particules vont continuer à se fragmenter et on va avoir 1 million de particules micrométriques. D'accord? Et c'est exponentiel parce que quand on va arriver à la nanoparticule, ça va faire des milliards de nanoparticules. Et effectivement, nos océans, on le verra un peu plus loin, sont remplis de nanoparticules de plastique. En 2014, on a eu la chance d'arriver dans le gire océanique de l'Atlantique Nord et d'avoir une mer très plate. Et on a voulu filmer ce 7e continent, des vraies images du 7e continent, mais avec la réverbération de l'eau, etc., ça donnait pas grand-chose, mais on a réussi quand même à faire quelques images sous l'eau pour essayer de montrer un petit peu la quantité de microparticules qu'on pouvait avoir. On va essayer. On voyait le son de la chaîne. Ouais. Bon alors, c'est juste énorme, je fais le playback, c'est juste énorme, c'est effrayant, parce que le bateau est à l'arrêt, je connais le film par cœur, hein. Le bateau est à l'arrêt, et il y a du plastique partout autour de nous. Et on est en train de le ramasser à la main. Voilà. Donc voilà, on voit les images, et on voit tout ce tapis de microparticules hein, qui flottent autour du bateau. On a des échelles avec un oiseau et l'avant du bateau. Et ça, ce sont mes scientifiques qui témoignent, qui sont quand même un peu effarés de voir toute cette quantité de microparticules qui est tout autour de nous. Voilà, donc on a à peu près une échelle et on voit tout ce plastique. Voilà. Donc il y a le plastique qui flotte, mais il y a le plastique qui coule. Là, on est à 3000 mètres de profondeur à la sortie de l'Adour en Atlantique. Ces bouteilles de PSG, quand ça se remplissent, eh bien, ça coule. Et là, ça plonge dans ces canyons. Et là, on a des véritables décharges. Parce que le plastique, même dans un fleuve, il va rouler au fond. Il va quand même sortir en mer, mais au lieu de partir dans les gyres, il va se stocker juste à l'estuaire des fleuves. Et on a des véritables poubelles tout autour de nos estuaires. Voilà. Et ça ne va pas se autodégrader, hein. Le soleil n'attaque pas. Voilà, donc en 2024, on est maintenant à plus de 560 millions de tonnes de plastique produits dans le monde. Hein. Il faut savoir qu'en 1950, on n'était qu'à 1,5, ça c'est la démographie. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, mais ce qui est terrible, c'est qu'on est actuellement qu'à 5% de recyclage, et on estime à peu près à 10% qui finit dans la nature, et un plastique qui finit dans la nature finit forcément dans l'océan. Voilà, donc expédition 7e continent, c'est quand même 14 ans de mission scientifique,
14 ans d'action de sensibilisation et on n'est pas prêt de s'arrêter. Alors ça, voilà, c'était un petit flashback parce qu'on a été la première ONG française à être lanceur d'alerte sur ce 7e continent. Donc ça, c'est un petit exemple des missions scientifiques qu'on fait. Merci la technique. La réalité du terrain. Traîner des filets pour nettoyer les océans, c'est pas possible. La pollution du plastique, elle est microscopique. On ne peut pas ramasser des particules de plastique sans avoir un impact sur la faune et la flore. Toutes nos activités à terre peuvent impacter les océans. Un objet en plastique peut être transporté par le vent et ensuite par les rivières et finir à la mer. Pendant tout ce transport, il va se casser en particules de plus en plus petites. Une fois que ce plastique est en mer, en fait, il peut avoir une trajectoire presque infinie. Ça nous oblige à prendre conscience aussi que c'est un problème mondial. Mon travail, c'est de connaître les courants pour comprendre ce qu'ils peuvent transporter, d'avoir une idée de la concentration du plastique en mer. Aujourd'hui, on va filtrer l'eau à la surface de la mer avec des filets mentales. Il y a une ouverture de 50 cm, donc on filtre pas beaucoup d'eau et on arrive toujours à avoir des dizaines, des centaines, parfois des milliers de microplastiques dans nos filets mentales, plusieurs milliers de morceaux par kilomètre carré. C'est au cours d'une mission 7e continent qu'on a été les premiers chercheurs à démontrer qu'il y avait des nanoplastiques qui se formaient dans le milieu naturel. Ils sont jusqu'à 1 million de fois plus petits que les microplastiques. Les nanoplastiques peuvent voyager dans tout l'organisme de l'animal, avoir des impacts sur le développement de l'animal ou sa reproduction, et ça va ensuite avoir un impact sur la biodiversité. Le navire 7e continent nous a amenés jusqu'aux Anglais pour trouver ce qu'on appelle la microcouche de surface, qui est une mer d'huile. Elle est faite par le phytoplancton, les zooplanctons, etc., qui produisent de l'huile, de la graisse. Comme les plastiques sont huileux, eux aussi vont remonter à la surface. Sur les plastiques, on a certaines bactéries qu'on appelle pathogènes. Elles transmettent des maladies à l'homme ou aux animaux qui sont dans l'environnement. Tout ça, en fait, on va les étudier sur les microcouches de surface pour savoir s'il y a des corrélations entre la présence en fait, des microplastiques et la présence de ces bactéries potentiellement pathogènes. On est dans un modèle économique. Si on veut mettre des solutions en place, s'il n'y a pas un modèle économique derrière, ça ne peut pas tenir la route. Il n'y a personne qui va travailler gratuitement pour sauver la planète. Moi, j'en connais pas. C'est grâce à nos mécènes, aux gens qui nous soutiennent, qui comprennent un petit peu notre combat. Il faut se servir de ces forces-là, de ces budgets-là, pour essayer de trouver des véritables solutions. Voilà, donc c'était un petit aperçu de... Merci. Plus fort, alors, plus fort. Ah, stop. Ça va me faire rougir. Donc on va voir les conséquences maintenant, donc très rapidement, parce que le plastique c'est pas que visuel. Donc on a le plastique, effectivement, la cause accidentelle. Chaque fois que vous soufflez une bougie pour votre anniversaire, il y a 100 000 mammifères qui disparaissent sur la planète et 1 million d'oiseaux. C'est pas rien. On a le transport d'espèces invasives. Là aussi, on a retrouvé, on voit sur l'image, un ver de feu qui vit sur les côtes bretonnes, dans les rochers, et on l'a retrouvé en plein milieu de l'Atlantique. Donc ça, ce sont toutes ces espèces qui se servent du plastique pour voyager et coloniser et perturber des milieux dans lesquels ils ne sont pas forcément les bienvenus. Le plastique, le gros danger aussi, c'est ce transport de polluants. On a les polluants organiques persistants. On a énormément de métaux lourds dans ces plastiques. Et ça, ben, forcément, c'est ingéré par la faune, et on va retrouver ça dans la chaîne alimentaire. On a la plastisphère, donc tout ce qui est bactéries, virus, là aussi on a du pain sur la planche pour arriver à scanner tout ça. Et ben, dernièrement, voilà, la répartition des nanoparticules dans l'atmosphère. Et donc les conséquences qui sont encore inconnues sur la chaîne alimentaire, parce que faire des liens directs avec des cancers et le plastique, il faudrait qu'on grandisse sur le 7e continent et qu'on ait mangé que du plastique pour avoir les conséquences. Voilà. Donc les nanos, effectivement, on se doute fort que ces nanos s'évaporent avec l'océan, et c'est pour ça qu'il pleut du plastique sur les montagnes qu'on a vues tout à l'heure. Et ça, c'est le danger. Quand je dis qu'on est sensibilisé à plein de choses, on n'est pas sensibilisé à cette eau qui nous donne la vie, et on est en train de la plastifier, de la rendre presque pas bonne à consommer, et ça, c'est dangereux. Et donc, il faut vraiment qu'on alerte l'opinion publique, plus que la fonte des glaciers, à mon avis, enfin, tout est compris, mais il faut quand même remettre au niveau cette problématique de plastification des océans. Alors là, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que voilà, le plastique, quand il est mangé par un poisson, il va être digéré, il va être relâché comme nous, mais en fin de compte, ce plastique va contaminer la chair.
Et on va parler de bioaccumulation, c'est pour ça que quand on arrive en bout de chaîne avec des thons, on a des doses de métaux lourds importantes qui sont accumulées. Nous, on va manger du plastique que quand on prend des animaux filtreurs ou qu'on va prendre du sel ou des bouteilles en plastique. Donc là, c'est des particules micrométriques, hein, on ne va pas du plastique comme ça. Alors après, on dit que bon, médiatiquement, on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Ça fait un peu beaucoup à mon avis, mais ça alerte l'opinion publique. Alors les actions de sensibilisation, alors là je vais vous laisser quelqu'un parler à ma place, alors on l'aime, on l'aime pas, on s'en fout, c'est juste que pour moi c'est toujours très important de faire remonter ces informations scientifiques au plus haut de l'État. Voilà. Si, c'est sûr. Cet été, pour Non, ça ce sont nos actions de sensibilisation. On a du son ? En Corse. Notre voilier d'expédition, 7e continent, est parti de Sète début juillet pour rejoindre Saint-Florent au nord de l'île. Nous avons été ravis de vous accueillir à bord de la goélette pour vous parler des missions scientifiques, de la recherche sur le plastique et de la vie à bord. Chaque escale est l'occasion de casser les idées reçues sur le 7e continent de plastique, de comprendre et d'apprendre tout en s'amusant. Nous avons rencontré des associations locales, des personnes engagées et passionnées qui se battent au quotidien pour la préservation de leur territoire. La sensibilisation à la protection des océans est l'affaire de tous, petits et grands. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Vous avez été nombreux à nous écouter sur les stands pour mieux comprendre et réduire l'impact du plastique dans l'océan. Adopter les bons gestes de tri, réutiliser, réduire et recycler pour produire moins de déchets et préserver notre environnement. Merci pour votre participation sur place et sur les réseaux sociaux. Pour cette tournée de sensibilisation, vous avez été plus de 130 000 personnes à nous suivre. Encore un grand merci. Voilà, ça c'est un peu les opérations qu'on fait en sensibilisation, mais c'est ce qu'on est en train de faire ici à Lumexplore. Donc ceux qui ne sont pas venus nous voir, n'hésitez pas, on est là encore là demain. Donc je suis allé un peu trop vite, c'est vrai que je voulais donner la parole à quelqu'un. Et donc c'était le film pédagogique. Donc on va passer maintenant aux solutions et c'est lui qui va expliquer ce qu'on on lui a expliqué. Au sommet mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en présence notamment d'Emmanuel Macron. Je salue vraiment l'expédition 7e continent, qui sont des engagés, des associatifs, et ils ont pu nous expliquer, nous montrer avec l'ensemble de la délégation qui m'accompagnait, d'abord l'importance de la prévention et de l'éducation. Et je crois que c'est important de le partager avec vous. Face à la pollution plastique en mer, la solution n'est pas le ramassage en mer, c'est déjà trop tard. Ce qu'ils ont très bien démontré, c'est que les microparticules sont ensuite là. Ce qu'il nous faut faire, c'est changer nos usages, réduire l'utilisation du plastique, partout c'est possible, et prévenir l'utilisation du plastique à proximité de la mer, et donc l'arrivée du plastique en mer. Il est bien ce garçon, il a retenu la leçon. Hein. Il a tout répété mot pour mot. Génial. Donc oui, voilà, c'est important parce que vraiment on intervient auprès des sénateurs, auprès des députés et de l'Élysée, et ça c'est pas mal. Alors là, on va casser vite fait les idées reçues. Hein. Donc non, le continent n'est pas une île de déchets. Hein. Les images qu'on voit circuler dans la presse, c'est souvent des arbres qui tombent sur des fleuves ou des rivières. Il y a accumulation de déchets, ça va craquer un jour et ça va partir dans l'océan. Et là, on a toujours quelqu'un qui prend une photo ou un film et qui dit ça y est, il y a le 7e continent. Voilà. Et donc ces plastiques vont vite couler ou se disperser et on ne va pas les retrouver dans le gir. Pour vous donner une idée, les macro-déchets qu'on a dans le gir océanique, c'est un peu comme un ciel étoilé l'été. Là, je regardais les ampoules, on voit plein d'étoiles et on se dit, si j'avais des pucettes, je pourrais tous les ramasser. Mais quand vous partez dans l'espace, en fin de compte, c'est impossible. Et bien les macro-déchets, c'est exactement pareil, donc ne soutenez pas ces projets qui vous disent qu'on peut nettoyer les girs océaniques, c'est de la tromperie.
Donc non, les bactéries ne mangeront pas le 7e continent. On a des scientifiques qui ont trouvé des bactéries qui mangent le plastique, mais il faudrait des milliards d'années pour épurer nos océans. C'est très lent. Le plastique ne se dégrade pas, il ne disparaît pas. Il se fragmente jusqu'à la nano, mais il reste dans l'environnement. Et c'est ça le drame. Donc, on ne peut pas nettoyer le 7e continent. Je ne vais pas vous saouler sur les solutions qui sont à terme, parce que je prêche des convaincus si vous êtes ici ce soir. Hein, trier, recycler, réduire, ramasser. Ça, bien sûr, c'est tout à fait évident. Donc, on va passer un peu sur les solutions pour gagner un peu de temps. Nous, notre façon de travailler avec l'ONG, c'est ce cercle vertueux de solutions. On mobilise nos partenaires, donc on peut travailler avec des industriels. Moi, j'ai pas honte. Je vais chercher l'argent qu'il me faut là où il faut. Il n'y a aucun souci parce que ça permet de développer des solutions avec les RD. Par exemple, avec Suez, on a développé des capteurs de stations d'épuration pour capter les microparticules. Voilà, donc c'est une sorte de solution. On fait la promotion de ces solutions, on mobilise les collectivités locales qui ont la responsabilité, bien sûr, de la gestion des déchets pour améliorer la collecte. Et oui, il faut améliorer la collecte. Il y a encore beaucoup trop de communes. Il y a un passage par jour de poubelles et les poubelles, elles débordent. Et c'est pas forcément les gens qui sont crades, c'est qu'on n'a pas compris qu'encore que le ramassage des déchets doit être augmenté. Mais comme il n'y a pas les budgets, forcément, je parle à la mairie de La Ciotat qui n'est pas du tout responsable du ramassage des déchets parce que c'est la métropole Aix-Provence, c'est ça. Mais il y a un gros travail à faire, il faut taper du poing sur la table en disant « Oh les gars, on arrête là les déchets, on les ramasse tous les jours ». Améliorer le recyclage, alors tout le monde va dire « Ouais, le recyclage, on met tout dans la même poubelle, ça sert à rien, etc. » Arrêtez avec ça aussi parce que c'est très important de montrer aux enfants qu'on peut trier, recycler, parce que le jour où on aura les moyens, et ça commence, on a des usines en France avec du courant de Foucault, avec le tri optique, il n'y a plus personne qui trie, ça se fait tout automatiquement, et en plus il y a des startups qui ont trouvé des modèles économiques sur le recyclage. On est au début de cette révolution environnementale, et donc il faut l'apprendre, il faut montrer à nos enfants, apprendre ce geste. Je l'expliquais tout à l'heure dans le bateau, moi c'était la ceinture de sécurité avec mon papa. Papa met la ceinture, hein, ça le faisait chier, mais il la mettait. Là maintenant, les gamins, ils montent, ils mettent la ceinture, on ne sait plus pourquoi. Et bien le tri, ça doit être exactement pareil. Donc ne dites pas que le tri ne sert à rien. Et la valorisation des déchets, bien sûr, ça fait partie des solutions. Une des solutions. Voilà. J'ai été rapide parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et je vais laisser maintenant aussi la parole parce que les marins, nous, on s'entraide avec les marins. Et donc je vais appeler Mathéo, qui va nous présenter son magnifique projet. Voilà, moi je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain au bateau. Alors, bonsoir à tous. Merci Patrick pour cette passe décisive. J'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint parce que ça s'est fait ce matin autour d'un café avec Patrick. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire parce que pas mal de gens sont venus me voir, interpellés par le petit bateau que vous avez peut-être vu à côté de l'expédition 7e continent, beaucoup plus petit, pas moins beau, de 9 mètres de long, en perpendiculaire. Et donc c'est une expédition qui n'a pas encore débuté, mais je me lance dès que le vent me le permet, demain ou après-demain. Et donc c'est une expédition qui est nommée GeoArgo, qui a une double mission. C'est-à-dire, j'ai une thèse, je mène une thèse en géographie sur les territoires, les outre-mer européens. Et la particularité de cette thèse, c'est qu'elle se fait à la voile à bord d'un bateau nommé Argo, donc qui est au port de La Ciotat. Et donc, c'est une thèse qui vise à aller interroger en sciences sociales les territoires de la mer, ce qui n'a pas été encore très éprouvé, mais qui est fortement recommandé par des chercheurs, notamment Camille Parrain, qui a développer la notion de méritoire, ou encore Romain Troublé, le directeur de l'association Tar-Océan, qui parle un peu des lacunes qu'il y a en sciences sociales sur les territoires de la mer. Donc c'est ça qui m'a appelé à m'engager sur ce terrain-là, et j'ai été épaulé par mon directeur mon prof de géographie, Olivier Archambault, qui m'a guidé vers une thèse en géographie. Et ensuite, il y avait une deuxième mission qui était de trouver une petite embarcation qui ferait le boulot d'aller se rendre sur ces territoires marins, des outre-mer européens. Et donc ça, c'est chose faite maintenant avec Argo, que je suis allé chercher au sud de l'Espagne, dans un port très sympa au sud de l'Espagne. Un petit peu délabré, le bateau un petit peu en mauvais état, donc j'ai passé l'été à réparer ce bateau, à le transformer en petit laboratoire de recherche pour cette expédition.
Et moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de partager avec le grand public la contextualisation de l'étude de la recherche. Donc ce que j'aime bien faire, c'est raconter des histoires, faire des petits croquis. Donc je partage ce que j'appelle des copeaux de recherche de cette thèse en géographie, que vous pouvez suivre sur des comptes de GeoArgo. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura des images, j'espère, si je m'y prends plus à l'avance. Et donc c'est ça, je partage un petit peu ce que je découvre sur le terrain, les rencontres que je fais. Et en fait, le bateau, c'est un outil formidable pour aller rencontrer les gens par la mer, ce qui est jamais fait, enfin ce qui est pas assez fait, et c'est surtout intégrer des communautés côtières. Et on n'a pas la même aspect que si on arrive par l'avion. Là, on s'intègre des administrations maritimes. Dès qu'on arrive à un port, je rencontre les pêcheurs, ceux qui pratiquent la mer, qui me donnent les outils pour développer cette recherche. Donc par exemple, rien que dans le port où j'ai acheté le bateau, j'ai dû y passer quelques temps, notamment négocier avec les Espagnols pour qu'on s'arrange un peu avec le bateau. Et en l'espace d'un mois, j'ai pu découvrir ce que j'ai déjà partagé sur mon compte Instagram, que je vous invite à aller voir, c'est-à-dire j'ai découvert ce que c'était la pêche à la madrague dans la mer Méditerranée, dans les ports de Gibraltar, les attaques d'orques sur les bateaux, dont le mien a été victime avant que je l'achète, c'est-à-dire des orques qui s'attaquent au safran des bateaux. Et en fait, tout ça, j'ai pu le faire parce que je me suis approché de ce milieu maritime, rentré par les ports avec des pêcheurs qui m'ont invité à aller en mer avec eux, qui m'ont expliqué tout l'écosystème aussi financier complètement parallèle qui existe autour de la mer. Et c'est en ça que j'ai envie de partir sur ces territoires marins. Et donc l'aventure commence très bientôt, dès que le vent me le permet. La première expédition va durer 8 mois, je vais me rendre à Madère et aux Canaries. Et ensuite je rentre à Paris un peu, faire du traitement de données, et voir avec Olivier pour bien avancer la thèse. Et ensuite je repars pour une traversée de l'Atlantique, 2 îles aux Antilles, que sont Saint-Martin et Saba. Et je finis en Guyane française en 2026. Donc voilà, et en attendant, je vous invite à aller suivre l'expédition GeoArgo sur les comptes Instagram et LinkedIn, et vous aurez des nouvelles. Et voilà. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Et donc il y a d'autres fans, on les a entendus. Donc si vous avez des questions à Mathéo, action, parce qu'après c'est l'apéro. Hein, donc, je crois qu'ils ont soif là. Soif et faim. Allons-y. Merci, bonsoir, merci pour vos chouettes présentations. Il y a la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025 à Nice. Je voulais savoir si vous alliez être présent et comment. C'est ma première question. La deuxième question, c'est que votre capteur développé avec Suez pour les stations d'épuration, qui sont un verrou, une porte clé pour justement que nos océans restent propres, m'intéresse beaucoup. J'aurais bien aimé que vous en parliez un petit peu si c'est possible. Voilà, merci. Bon, alors là, il faut la fiche technique, je pense qu'il faut la demander à Suez, parce que moi je ne serais pas trop capable de détailler le truc. En fait, ça marche par... Olivier, ça marche par centrifugeuse, ouais, voilà. Et donc, ouais, mais je peux vous donner les contacts des personnes qui... Oui, nous, 7e continent, on sera présent à l'UNOC, on sera présent avec le bateau, on sera présent avec les stands, on sera présent avec mon bureau pour justement faire poids sur les futures décisions qui vont s'engager. Mathéo, est-ce que tu seras présent à l'UNOC en juin, à Nice? Je n'ai pas encore été invité, mais en juin, il faut que je regarde mon calendrier, mais je pense que je peux m'y rendre. Non, mais en fait, en juin, je serai en pleine phase de traitement de mes données. Je sais que j'aurai un tas de données hyper intéressantes à traiter. Mais en tout cas, je serais intéressant d'aller voir ce qui se fait à ce moment-là, même si je suis évidemment tout ça de très près tout le temps. C'est mon boulot, quoi. Et donc, si j'ai l'occasion d'y aller, ouais, si tu m'invites, j'y arrive. Je vais voir ça avec ton maître de stage. On va négocier. Ok, s'il n'y a plus de questions, non. Voilà, je voulais juste rendre un petit hommage à mon premier scientifique qui est parti avec moi dans le Pacifique il y a déjà quand même quelques années, qui va se lever, Georges Grépin. Georges, lève-toi. C'est un peu grâce à lui aussi que mon histoire va commencer. Voilà. Ben, je vous remercie à tous et puis n'hésitez pas à consulter les sites internet de Mathéo et de Patrick. Bon appétit.